Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons au site numéro 165. Nous sommes le 16 novembre 2019 aujourd'hui. Et le bilan a l'air de se calmer. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le désengagement des troupes ukrainiennes à ces deux endroits clés du front, hein, c'était à Petrovskoye, je crois, Et à Zolotoye, à donc Zolotoye. qui ont eu lieu. Cependant, il faut quand même rester extrêmement prudent parce qu'il y a des victimes chez les soldats du côté de la DNR Ouais, et ça reste quand même inquiétant parce que s'il y a ouais. des signes qui donnent l'impression que les choses sont en train de s'améliorer suivant un plan dont tu vas nous parler, que tu appelles le scénario chypriote, il y a peut-être des signes contradictoires qui, eux, ne donnent pas à être très très optimistes. Ce que ça montre, c'est tous ces bombardements, c'est que de toute façon l'Ukraine ne veut pas appliquer les accords de Minsk, hein, donc comme ça, je pense que c'est très très clair, puisque du 9 au 15 novembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 99 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, on continue le yo-yo, hein. Une semaine en hausse, une semaine en baisse, une semaine en hausse, une semaine en baisse, durant lesquelles elle a tiré 2 obus de chars d'assaut, 122 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à 2 fois moins que la semaine passée. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 1004 munitions, donc bien moins que la semaine passée aussi. Faut rajouter les 11 violations, 92 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 7 obus de mortier de 120 et 82 mm. On voit clairement qu'il y a quand même une baisse au niveau des gros calibres par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 mois en arrière. Bon, par contre, effectivement, les tirs de cette semaine ont tué 4 soldats de l'RPD, en ont blessé 7 autres, ainsi qu'un civil, un homme de 54 ans, qui vit à Trudovski, qui a reçu une blessure par balle à la cuisse, a été emmené à l'hôpital de Donetsk où il a été pris en charge. On a eu aussi 19 habitations et infrastructures civiles qui ont été endommagées. On montrera une petite carte qui montre les différents endroits. Donc, comme on voit, c'est assez contrasté, hein, baisse du nombre de bombardements, mais on a quand même toujours un nombre de victimes assez important. Comme quoi, c'est pas le calibre qui fait la victime, hein, malheureusement. Côté ukrainien, en fait, suite au lancement du retrait des troupes et des équipements militaires à Petrovskoye, un conflit a éclaté entre les néo-nazis ukrainiens et l'armée ukrainienne régulière. Le 12 novembre, des combattants de secteur droit ont attaqué la voiture du commandant de la 128e brigade des forces armées ukrainiennes, Evgeny Korosteleyov, près de la zone de désengagement de Petrovskoye. À coups de lance-grenade, ils ont blessé l'officier et 3 autres personnes. Oui, je veux dire, ces efforts-là risquent d'être quand même en partie contrecarrés par les jusqu'au-boutistes extrémistes néo-nazis. Hein. Ah oui. Bon, ouais, ça s'est mal fini pour eux, hein, parce que bon, cette attaque était déjà la deuxième en quelques jours. Le bilan total des 2 attaques et des affrontements qu'elles ont engendrés, hein, donc entre les groupes néo-nazis et l'armée régulière, sont de 3 morts et 7 blessés. Il semble que face à ce bilan et au fait que là les néo-nazis s'en sont quand même pris à un commandant de brigade, le SBU l'a pas très très bien pris quand même, et donc il s'est lancé à la recherche des attaquants pendant que le quartier général de l'opération des forces interarmées a envoyé un groupe de contre-snipers dans la zone de responsabilité de la 128e brigade, en gros pour protéger les soldats. Résultat, les néo-nazis ukrainiens avaient placé leurs unités en état d'alerte maximum, hein, donc on craignait un petit peu une escalade de ce conflit. Finalement, les forces de l'ordre ont arrêté et désarmé l'unité de combattants de secteur droit installée à Bogdanovka, et l'enquête sur l'attaque de la voiture du commandant a été confiée au quartier général de l'opération des forces interarmées et à la police militaire. On va voir ce que va donner cette enquête. Mais bon, on voit que quand ils veulent, ils peuvent les neutraliser, hein. Oui. Quand ils veulent. Oui. Comme je dis toujours, c'est quand vous les voyez qu'ils les neutralisent pas, c'est qu'ils le veulent pas. C'est tout. Donc voilà, quand vraiment ils veulent, parce que là les mecs s'en prennent carrément à un commandant, un coup de lance-grenade sur sa voiture. Bah. Là d'un seul coup, la police ukrainienne arrive à les arrêter, tu vois. Bon. Ça montre que voilà, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut. Cette semaine, comme d'habitude, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. On montrera une petite carte qui montre les endroits où ça a eu lieu. Les observateurs ont dû poser leurs drones pour ne pas les perdre. On les en remercie, surtout les contribuables européens, qui éviteront ainsi de devoir refinancer l'achat de nouveaux drones pour remplacer ceux qui ont été crashés. Ouais.
Bon, si l'OSCE est empêché de voir les armes lourdes, les services de renseignement de l'RPD, eux, par contre, arrivent à les voir. Ainsi, cette semaine, en violation des accords de Minsk, ont été détectées 9 pièces d'artillerie, donc c'est 9 obusiers de Yatsin B. 12, 9 pièces, ouais. 12 chars d'assaut, principalement des T-64, 30 véhicules de combat blindés, donc on a 8 automitrailleuses, les BRDM, 7 BTR, donc c'est les véhicules de transport de troupes blindés, 2 MTLB, un véhicule donc blindé, donc c'est des voitures blindées, et 12 BMP, donc véhicules de combat d'infanterie. Ils ont détecté aussi 2 systèmes de missiles anti-chars filoguidés et 8 systèmes de défense antiaérienne. Je sais toujours pas ce que vous foutez avec. Je rappelle, on n'a toujours pas d'aviation de combat. Ah non, mais c'est sûr, c'est des corbeaux agressifs qui viennent du Donbass. Hein, ça doit être ça. Ça doit être les corbeaux, les méchants corbeaux. Oui. Parce qu'ils ont quand même déployé 5 systèmes OSA, 2 systèmes Buk et un Zouchka. Ah bah rien que ça. Ça va, les corbeaux. Enfin bon, ils vont faire de la purée avec des trucs comme ça. Hein, ah bah ça dépend, si le corbeau il monte au-dessus de 5 km d'altitude, ils ont du mal. Hein, voilà. Et le Buk, c'est pour ça qu'il y a les systèmes Buk. C'est pour aller au-dessus de 5 km d'altitude. Pour les finir, si jamais ils montent trop haut. C'est ça, vraiment, c'est du grand délire. Puisqu'on parlait donc du retrait des troupes et des équipements militaires dans la zone de Petrovskoye dont j'avais parlé la semaine dernière, donc le lancement a été réussi. Hein. Malgré ça, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu dans la zone de désengagement 2 jours d'affilée. Et puis entre ça et les déclarations du chargé d'affaires de l'ambassade américaine en Ukraine juste avant que le retrait ne commence, on est plusieurs, y compris parmi les autorités de la RPD, à s'inquiéter un petit peu de la réelle mise en œuvre du désengagement dans cette zone pilote. Hein, parce que bon, comme nos auditeurs s'en souviendront, ce retrait a fait l'objet de rebondissements dignes d'un soap opéra quand même. Hein, les feux de l'amour en comparaison. Ah, c'est insipide. Hein. C'est insipide, hein, voilà. Puis vu des derniers rebondissements en date, il y a quand même de quoi s'inquiéter un petit peu. Hein, bon, entre les bastons avec les néo-nazis, et puis bon, là le processus n'est pas encore complètement terminé, hein, parce que bon, une fois que les soldats se sont retirés, la zone doit être déminée. Ça c'est le truc qui a eu lieu là. Et puis les fortifications et autres infrastructures militaires doivent être détruites. Et puis pendant que se fait cette deuxième phase, l'armée ukrainienne a violé par 2 fois le cessez-le-feu. D'abord dimanche dernier, à 9h46, ils ont ouvert le feu depuis Bogdanovka vers Petrovskoye avec des armes légères. Le chef adjoint de la mission de la surveillance de l'OSCE, Mark Etherington, se trouvait à Petrovskoye au moment des tirs. Et puis le lendemain, le lundi à 13h30, ils ont de nouveau ouvert le feu en direction de la zone de retrait de Petrovskoye avec des mitrailleuses lourdes et des armes légères. C'est quand même assez mauvais signe. Ah oui. Et ça montre que l'Ukraine continue de vouloir saboter le retrait des troupes et des équipements. Un sabotage qui a l'air d'être quand même assez approuvé et soutenu par les patrons américains. Parce que la déclaration du chargé d'affaires de l'ambassade américaine en Ukraine, William Taylor, ça a quand même fait un peu coup de tonnerre dans le Landerneau. Parce que le 7 novembre, donc 2 jours avant le lancement du retrait des troupes, il n'a rien trouvé de mieux à sortir qu'à dire qu'une fois que l'armée ukrainienne se serait retirée de la zone, la police ukrainienne et la garde nationale iraient sur place pour assurer la sécurité. Je rappelle, la garde nationale, c'est des bataillons néo-nazis. Hein. Oui, bah oui. Pour ceux qui auraient oublié ce fait-là, c'est du délire. Là, je te dis, le truc, c'est quand même le désengagement des troupes, ça inclut toutes les forces armées ukrainiennes, pas seulement l'armée en tant que telle. C'est pour ça qu'on parle de forces armées ukrainiennes et pas armée ukrainienne toute seule. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'a dû rappeler Denis Pouchiline, le chef de la RPD. Alors lui, il a mis ça sur le compte du fait que les Américains réinterprètent à leur sauce les accords de Minsk et compagnie. C'est là que Pouchiline a menacé de mesures symétriques, en disant qu'en gros, si Kiev appliquait les petites idées de M. Taylor, on ferait pareil, hein, qu'on enverrait nos troupes du ministère de l'Intérieur et du MGB dans la zone de Petrovskoye, puis que là, il n'y aura plus de désengagement, puis ça tous bien comme ça, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y aura surtout pas, après ça, de réunion format Normandie, comme c'est prévu le 9 décembre prochain, quand même. Hein. D'ailleurs, Poutine a soutenu l'idée d'une mesure symétrique.
Là, il a fait une déclaration en disant qu'effectivement, si la police ou les gardes nationales ukrainiennes se rendaient dans les zones de retrait pilote, que les républiques populaires en feraient autant et que, en gros, il n'y aurait pas de retrait. Tu vois, sur le plan effectif. Donc, Poutine a baqué le truc, tu vois. Il a soutenu la position de l'RPD là-dessus. Et il me semble bien en plus qu'il a été insistant sur le fait que ces 2 lieux de désengagement ne suffisaient pas et qu'il fallait le désengagement sur l'ensemble du front. Qu'il fallait désengager sur toute la ligne de contact, à quoi l'Ukraine a répondu qu'il n'y aurait pas de désengagement ultérieur tant que la réunion au format Normandie n'aurait pas eu lieu. Ce qui vous montre bien que l'Ukraine n'a pas envie d'appliquer les accords de Minsk. Ils ont juste fait ce qu'il fallait pour que la réunion ait lieu. C'est tout. Ils ont juste coché les petites cases pour que la réunion puisse avoir lieu, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est là qu'on s'en rend bien compte quand vous regardez un petit peu ces déclarations-là. Pouchiline a été rejoint dans la critique de cette démarche non constructive par le représentant en chef de l'RPD au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, Rouslan Yakoubov, qui a rappelé le contenu du point numéro 8 de la décision cadre en rappelant que ni la garde nationale ni la police ne peuvent être présentes dans la zone de désengagement, puisque selon l'addendum au paquet de mesures, l'expression forces armées ukrainiennes englobe toutes les formations ou unités armées ukrainiennes. Oui, parce que je sais bien qu'en France, t'as vraiment l'armée et puis t'as 2-3 trucs comme le GIGN ou des choses comme ça, mais ici comme en Russie ou en Ukraine, tu as des forces armées du ministère de l'Intérieur et les services de sécurité comme le SBU ou le MGB ou le FSB sont aussi des forces armées. C'est pas juste une police tu vois, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'on parle de forces armées ukrainiennes et pas juste d'armée ukrainienne, parce que ça a un sens, c'est qu'on englobe tout le monde. Ça englobe la garde nationale, les forces de l'intérieur, etc. Par contre, Yakoubov, il a été un petit peu plus raide, parce que, si Pouchiline fustigeait une interprétation un peu erronée de la décision cadre par les patrons occidentaux, Rouslan Yakoubov, lui, il leur a clairement reproché de même pas avoir lu les accords de Minsk, en fait. Il y a des chances, d'ailleurs, si on y... Oui, il y a des chances. Parce qu'il dit apparemment, les curateurs occidentaux ne passent pas beaucoup de temps à lire les documents officiels des accords de Minsk. Ce n'est que de cette manière que de telles déclarations peuvent être expliquées. Voilà. Il a rappelé aussi que les unités de la garde nationale comme Azov et autres unités néo-nazis sont connues dans tout le Donbass pour leurs crimes contre les civils qui constituent un génocide. Et que donc, il a souligné que la déclaration de William Taylor représentait un non-sens total. Et exprimer l'espoir que ces déclarations ne seraient pas appliquées par Kiev. Comme il dit, la déclaration de Taylor contredit le bon sens. Il dit l'essence du désengagement est précisément de retirer les troupes et les équipements des 2 parties à une distance suffisante pour empêcher les bombardements et permettre une désescalade générale de la situation sur la ligne de contact. Par conséquent, la question qui se pose aux diplomates occidentaux est la suivante. Quel peut être le règlement pacifique du conflit si des forces armées dites nationalistes reviennent sur les positions abandonnées par d'autres forces armées ? Voilà. Voilà. Il a dit après, nous recommandons à M. Taylor d'examiner de plus près les documents de Minsk, en particulier la décision cadre. Nous ne pouvons qu'espérer que sa décision sera perçue par tous les esprits raisonnables comme un malentendu et ne servira pas de guide pour les actions des dirigeants ukrainiens. Sinon, tous nos efforts pour reprendre le désengagement et visant à instaurer la paix seront vains. Si des représentants des forces de sécurité ukrainiennes pénètrent dans ces zones, la tension y restera la même. Seul le nom et l'uniforme des forces armées changeront. Donc, effectivement, ça rime à rien. Si tu remplaces un bonnet blanc par un blanc bonnet, voilà. Il faut craindre de toute façon que les Américains n'aient qu'un seul et unique objectif, c'est d'utiliser jusqu'au dernier être vivant en Ukraine pour essayer d'attaquer la Russie sur un front ou sur un autre. De toute façon, je pense que là, vraiment, on en saura plus une fois que la réunion au format Normandie aura lieu. Donc, elle aura lieu normalement le 9 décembre. Il y a que la Russie qui, pour l'instant, n'a pas encore confirmé. La France a confirmé, l'Allemagne a confirmé. C'est la France qui accueille et qui insiste sur sa création et son existence, quoi. Et Macron a besoin de se sentir exister, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ça. Mais bon. Mais clairement, non. Moi, je reste sur cette idée d'analyse du scénario chypriote. J'encourage
beaucoup nos lecteurs à aller lire l'analyse que je ne développerai pas ici parce qu'elle est très longue et que j'ai pas envie de vous faire un site web de 3 heures. Mais allez lire donc dans la section analyse de Donbass Insider en français, donc post sur Ukraine, le scénario chypriote se déroule comme prévu. Moi de ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est l'ultimatum de Bielitski n'a rien donné. On a largement dépassé les 10 jours. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait de nouveau Maïdan. Hein, ils avaient fait un petit merdier à la Petrovskoye, mais le retrait a quand même été lancé. Là, je vais en parler. Zelensky est en train de lancer la privatisation des terres en Ukraine. Oui. Ce qui fait partie quand même du petit plan de Kolomoïski pour s'en mettre plein les fouilles. Oui, bah. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Et puis vraiment, comme j'ai dit, voilà, face à la déclaration de Vladimir Poutine de demander que maintenant on étende le désengagement à tout le reste de la ligne de contact, la réaction ukrainienne immédiate a été non, il n'y aura rien de plus tant qu'on n'aura pas eu la réunion au format Normandie. Pristaïko, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a sorti qu'en gros, s'il n'y avait pas de réel progrès à l'issue de la réunion au format Normandie, l'Ukraine se réserverait le droit de sortir des accords de Minsk. Eh bien. Voilà. La déclaration de Kolomoïski au New York Times, alors non, Kolomoïski n'est pas devenu pro-russe, les enfants. C'est un opportuniste. Ça s'appelle de la négociation. Ouais. C'est-à-dire il fait monter les enchères et il essaye de contraindre, parce qu'il a des emmerdes, il a une cour du Delaware qui est en train de le poursuivre en justice pour création de réseaux criminels. Oula, ouais. Avec ses magouilles avec Private Bank. Et donc je pense qu'il essaye de contraindre un petit peu les États-Unis à lui lâcher la grappe là-dessus. En essayant de faire monter les enchères en mode écoutez, on sait très bien que vous nous utilisez comme bélier contre la Russie, mais le sang ça peut s'effacer avec une bonne dose de pognon, donc si vous nous faites trop chier, on vendra notre loyauté aux Russes et puis vous l'aurez marron. Bon, vu les investissements que les États-Unis ont mis dans l'Ukraine, ils peuvent pas se le permettre. Donc je pense que le but c'est de forcer un petit peu Washington à sortir le chéquier pour allonger la monnaie. C'est du bluff. C'est la somme qu'il a mis en avant de 100 milliards que la Russie serait soi-disant prête à foutre dans l'Ukraine, c'est du délire. Le but, c'est comme le gars qui essaie de vendre sa maison et qui va te dire dépêchez-vous de vous décider parce que là j'ai un autre acheteur qui est prêt à me l'acheter pour 2 millions. Quoi. Voilà, c'est pareil. Donc je vous rassure que le Moïski n'est pas devenu complètement schizo. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est très bien. Il est cynique et opportuniste. Hein. Et opportuniste, totalement. Il faut toujours garder ça bien en tête. D'ailleurs, la preuve, c'est que si on regarde la situation en Ukraine, parmi les mesures que Zelensky veut faire passer pour soi-disant relancer l'économie de l'Ukraine, je mets des gros guillemets parce qu'en réalité, vous allez voir, ça va être une catastrophe plus qu'autre chose, et bien se trouve la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles. Hein, et je pense que ça va se terminer en désastre digne des années 90, donc post-effondrement de l'URSS. Donc ils ont voté ça cette semaine, hein, en première lecture, ça a été voté par la Rada, avec 240 voix pour, hein, donc ils ont voté la dernière version, le truc a été décliné en 11 versions différentes, ils ont voté pour la dernière. C'est quand même un projet de loi très controversé, à un point tel que Zelensky a dû promettre de soumettre au référendum la possibilité pour les citoyens étrangers de posséder des terres en Ukraine pour calmer une partie de la population et puis les ultra-nationalistes. On va dire que la crainte de certains de voir l'Ukraine se faire dépouiller de ses terres, c'est pas une peur infondée. Et il suffit de se plonger dans le texte du projet de loi pour comprendre que cette histoire de référendum, c'est juste de l'enfumage. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et surtout pour cacher le petit diable qui se cache dans les détails, hein, comme on dit. Parce que si en apparence l'honneur est sauf, la réalité est tout autre. Donc je vais plonger un peu dedans. C'est un peu chiant, je suis désolée, mais c'est important. Quand vous avez des projets de loi comme ça, regardez toujours les détails et envisagez toutes les possibilités. Parce que c'est là que vous vous rendez compte qu'on vous prend vraiment pour des cons. Parce que dans le premier point de la loi, il est écrit que seuls les citoyens ukrainiens, les sociétés ukrainiennes, les communautés territoriales et l'État pourront acheter des terres. Et que les étrangers qui hériteraient d'une terre doivent la transférer à quelqu'un d'autre moins d'1 an après en avoir acquis la propriété.
Donc là, vous vous dites, bah, c'est parfait, quoi. Hein, les étrangers ne pourront pas dépouiller l'Ukraine. Erreur. Société ukrainienne. Ben ouais, il suffira à ceux qui veulent acquérir des terres de créer une société selon le droit ukrainien, foutre un petit homme de paille ayant la citoyenneté ukrainienne, de faire un petit montage financier des familles pour cacher les vrais bénéficiaires, puis tu auras joué. C'est encore plus simple pour des grands groupes de l'industrie agricole, entre autres comme Bayer Monsanto. Hein. Ils ont l'habitude, c'est un vrai jeu d'enfant. Ils ont des consultants pour ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Une armée d'avocats qui vont leur trouver une faille dans les lois, même si... mais même pas, ils ont des consultants, ils ont des gens, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans pour faire des montages financiers complètement opaques, qui font que tu ne sais pas qui est le bénéficiaire réel d'une société. C'est très simple. C'est très très simple. Hein. Pour ces gens-là, c'est très très facile. Le deuxième paragraphe pose un deuxième pseudo-garde-fou. En interdisant à des sociétés ayant un même bénéficiaire ultime ou à une personne physique de cumuler la possession de plus de 35% des terres agricoles d'une communauté territoriale, c'est-à-dire en gros d'une ville ou d'une communauté de village, 8% des terres agricoles d'une région ou d'une république autonome, puisqu'ils continuent de considérer que la Crimée leur appartient, je le rappelle, ou 0,5% des terres agricoles de l'Ukraine. Bon, sauf que moi j'ai été regarder un petit peu les chiffres quand même. Hein. L'Ukraine compte quand même plus de 412 000 km² de terres agricoles. C'est quand même plus de 71% de la superficie du pays. 0,5%, ça fait déjà plus de 2000 km² de terres agricoles maximum par personne ou par bénéficiaire final. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est pas mal quand même. Hein Voilà. Et puis, comme je le disais dans le contournement du point précédent, il suffit de mettre en place des montages financiers opaques, de multiplier les sociétés ukrainiennes bidons pour contourner cette mesure. C'est-à-dire que les mecs vont créer 25 000 sociétés dont tu ne connaîtras pas réellement les bénéficiaires et qui vont chacune pouvoir exploser le quota. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va être très facile. Et puis en plus, faut savoir que certains grands groupes, comme entre autres Bayer Monsanto, ont aussi pour habitude de sous-traiter la possession des terres qu'ils exploitent pour faire pousser leurs OGM. J'ai vu que dans certains pays d'Amérique du Sud, par exemple, en gros, ils ne sont propriétaires que de 50% des terres qu'ils exploitent pour faire pousser leurs OGM. Les autres 50% sont sous-traités. C'est-à-dire, tu as une autre société ou un fermier, etc., qui soit disant propriétaire, mais en réalité, c'est eux qui exploitent le truc, quoi. Tu vois, je veux dire... Ils auront quand même le contrôle des terres agricoles sans les posséder sur le papier. Ça reviendra au même. Il leur suffira de créer des sociétés de droit ukrainiens pour acheter et exploiter les terres. Officiellement, ces terres n'appartiendront pas à Bayer Monsanto, mais dans la réalité, ce sera le cas. C'est des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est très simple à faire. Hein. Ils ont l'habitude, je te dis, ils l'ont déjà fait un peu partout ailleurs dans le monde. Ouais, et puis comme en Ukraine, la légalité, c'est souvent... une simple idée qu'un bakshish suffit à liquéfier rapidement. C'est ce que j'allais dire, avec un bon petit pot de vin, la légalité, c'est vite oublié. Et puis, en plus, si tu regardes le point numéro 14 du projet de loi, ça indique que cette interdiction faite aux sociétés étrangères ou sociétés ukrainiennes dont le bénéficiaire ou propriétaire est étranger d'acquérir des terres agricoles n'est valable que jusqu'au 1er janvier 2024. D'accord. En clair, une fois la date passée, ce sera autorisé. Et encore une fois, le diable se cache dans les détails parce qu'il inscrit aussi que cette clause ne s'applique pas si la société a été créée depuis plus de 3 ans et a commencé à louer les terres avant que la loi n'entre en vigueur. D'accord. Bon, sachant que la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles en Ukraine, c'est un serpent de mer qui revient depuis plus d'une décennie. Il suffit à certains grands groupes d'avoir anticipé en créant déjà une branche locale bidon qui loue les terres depuis un petit moment, et puis le tour sera joué. Voilà. Puis bon, il n'y a pas que les étrangers qui représentent une menace pour les petits producteurs. Les oligarques, entre autres le tonton Igor Kolomoïski, et les gros producteurs agricoles ukrainiens seront aussi une menace, parce que si la loi prévoit un droit de préemption pour ceux qui occupent et exploitent déjà ces terres en location depuis plusieurs années, en réalité, il va falloir qu'ils s'alignent sur le prix maximum offert par les acheteurs potentiels. Ils n'ont pas de prix préférentiel. Que la vente se fasse aux enchères ou pas.
Donc, dans les deux cas, face à de grands groupes industriels ou à des gros exploitants agricoles, les petits producteurs font pas le poids. Je veux dire, il suffira aux gros joueurs de mettre sur la table une somme juste un poil plus importante que les moyens de l'exploitant, qui sont souvent très faibles. Je veux dire, il suffit de regarder la plupart des agriculteurs en France au niveau moyen financier, ce qu'ils ont. Eux, ils sont étranglés de partout. Hein. Voilà, donc droit de préemption ou pas, celui qui exploite les terres se fera exproprier s'il n'a pas les reins assez solides financièrement pour faire face aux mastodontes. Faut pas se leurrer. Les mecs vont pouvoir acheter des terres super fertiles à un prix défiant toute concurrence, parce que le petit exploitant qui les utilise, il n'a pas les moyens de les racheter, même au prix défiant toute concurrence, parce qu'ils n'ont pas un copec devant eux. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas de prix préférentiel. Tu vois, le droit de préemption, il est que sur le papier, en fait. Il va devoir s'aligner sur les plus gros acheteurs. Voilà. Ça sera pas possible. Voilà. Ces lois comme ça, c'est pas fait dans l'intérêt du peuple ukrainien. Hein, c'est pas pour rien que le FMI et les autres institutions internationales réclament à corps et à cri cette levée du moratoire depuis des années. C'est qu'il y a du pognon à se faire. Beaucoup de pognon. Mais pas pour le peuple ukrainien. Le FMI, ça, il en a rien à... Hein, voilà. Je rappelle quand même que partout où passe le FMI et ses mesures, c'est quoi? C'est la pauvreté, l'austérité, la descente aux enfers pour le peuple. Et vous allez demander aux Grecs, je pense qu'ils vous expliqueront très bien. C'est pour ça que probablement la Bolivie a subi un coup d'État récemment, puisque Evo Morales expliquait que, comme par hasard, ça faisait pas si longtemps que ça que la Bolivie s'était débarrassée du FMI. Hein. Et puis là, d'un seul coup, paf, un coup le jour où la Russie s'est débarrassée du FMI, c'était devenu le diable en personne de nouveau. Voilà, c'est pareil. C'est des vampires, ces gens-là. Ils sucent le sang d'un pays et puis... Ils s'arrangent pour pérenniser la pauvreté en plus, en exigeant la monoculture aux pays comme par exemple les pays d'Afrique. Or, une monoculture, on sait très bien que c'est la meilleure façon de maintenir un pays dans la pauvreté, par définition. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'on comprend que cette mesure est aussi impopulaire. Et pourquoi Zelensky se dépêche de la faire passer, tant que son taux d'approbation dans la population ukrainienne s'est pas encore trop cassé la gueule. On en avait parlé. Il est déjà plus qu'à 64% de taux de confiance. Il faut pas qu'il attende trop. Parce que s'il attend de se rapprocher des 50%, là après ça va devenir déjà un peu plus tendu. Voilà. En réalité, c'est une privatisation des terres, qui ne dit pas son nom, mais ça va aboutir à une catastrophe sociale à grande échelle, digne de celle vécue dans les années 90, quand ils ont privatisé, entre autres, toutes les entreprises et les industries, post-effondrement de l'URSS. Les petits exploitants agricoles qui ne sont pas propriétaires de leurs terres vont se faire déposséder de celles-ci par des grands groupes internationaux, des gros exploitants agricoles ou des oligarques ukrainiens. Et puis, comme dans les années 90, quelques-uns vont s'enrichir en rachetant des actifs. À l'époque, c'était les entreprises et les usines. Là, ça sera des terres fertiles, pour un prix dérisoire, et il restera aux Ukrainiens que leurs yeux pour pleurer sur leurs terres perdues. Et puis, à l'issue de ce processus, l'Ukraine ne deviendra absolument pas la superpuissance agraire promise par les défenseurs de la levée du moratoire, mais un simple producteur, comme tu le disais, de monoculture intensive, certainement OGM d'ailleurs, sûrement céréalière, destinée à l'exportation. Et je rappelle que dans tous les pays du tiers-monde où ça a eu lieu, ce genre de truc, ça s'est terminé par des famines. Parce que quand tu remplaces les cultures vivrières par des monocultures intensives, en plus d'OGM, qui ont besoin de beaucoup de flotte, de pesticides, d'engrais, etc., ça n'a jamais enrichi les habitants locaux. Ils sont exploités pour une bouchée de pain, par des grands groupes comme justement Bayer Monsanto. Et puis, comme je dis, on éradique les cultures vivrières pour faire ces cultures d'exportation, et ça se termine souvent en famine. Parce que les cultures vivrières qui étaient destinées au marché intérieur et qui permettaient donc de nourrir la population à un prix acceptable sont remplacées par des monocultures intensives qui, elles, vont à l'exportation. Mais résultat, ils sont obligés après d'importer des quantités impressionnantes de nourriture de l'extérieur. Sauf que les pays d'où tu importes, ils n'ont pas le niveau de salaire de l'Ukraine. Oui. Il s'est bien écrasé la figure après le Maïdan. C'est clair. Donc quand ils vont importer, ne serait-ce même que des fruits et légumes, je sais pas, même d'Espagne ou d'Amérique du Sud, je veux dire, ça va leur revenir à une fortune, ils vont jamais pouvoir y arriver. Ouais. Je signale qu'en Ukraine, ils ont déjà une hausse importante du prix de certaines céréales, comme le sarrasin, là, qui s'est pris plus 31% en un mois. Oui. C'est un des trucs de base pour faire la cacha. Vous imaginez la catastrophe alimentaire
si elle doit importer encore plus d'aliments qu'elle ne le fait déjà. Ah, sans parler de la pollution des sols et des nappes phréatiques, hein, parce que comme je l'ai dit, les OGM, c'est pesticides, engrais à fond pour obtenir un bon rendement de ces monocultures. Parce que la nature ne fonctionne pas en monoculture. Hein. Je veux dire, non, la nature, elle fonctionne en polyculture. Vous n'avez jamais une plante qui pousse toute seule Absolument. Dans un champ dans la nature. Hein, ça n'existe pas. Donc pour arriver à ça, il faut éradiquer les mauvaises herbes, il faut empêcher les autres plantes de pousser dedans, et en plus ces OGM ont besoin d'engrais et de machin pour arriver à pousser comme il faut. Sans ça, de toute façon, ils ont des rendements de merde. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Les seuls bénéficiaires de cette gabegie, ça va être l'État ukrainien qui va engranger des fonds en vendant ses terres, fonds qui iront ensuite remplir les poches du FMI et des autres créanciers du pays, qui en plus, eux, vont pouvoir utiliser désormais ces terres comme hypothèque, comme garantie de se faire rembourser. Pour ça qu'ils l'exigent. Les grands groupes agroalimentaires vont se gaver. Les oligarques comme Kolomoïski qui comptent, je pense, donc si on suit l'idée de ce petit scénario chypriote, il semble qu'ils ont aussi dans les cartons, comme l'avait annoncé Zelensky, la légalisation des jeux d'argent. Bon, vous le sentez venir, la catastrophe, ils vont acheter des terres à bas prix. Et puis une fois que ça sera fait, ils vont légaliser les jeux d'argent. Ils vont attendre, hein, histoire que les Ukrainiens se doutent de rien. Le mouton se tond beaucoup mieux quand il se doute pas qu'il va se faire tondre. D'ailleurs, une petite parenthèse sur la privatisation de la Française des Jeux en France. Oui. C'est bizarre parce que ça donne l'impression que tout ça, c'est des idées qui viennent d'une même source. Ah oui, mais ça vient tous de la même source. Tous, c'est les mêmes. Le but, c'est d'enrichir quelques potes oligarques et dépouiller le peuple. C'est comme quand on a privatisé les autoroutes en France. C'est la même chose. Et là, c'est quelques-uns qui vont s'en mettre plein les fouilles. Et puis le peuple ukrainien qui va se faire littéralement dépouiller. Et donc moi, comme je le dis dans cette analyse de ce scénario chypriote, donc là, ils vont faire main basse sur les terres pour 3 kopecks. Et puis après, ils vont légaliser les jeux d'argent. Et puis, ils vont revendre les terres à des constructeurs de casinos. Les terres auront pris... le prix des terres auront grimpé par 100 fois, par 1000 fois entre-temps. Du fait qu'il y aura ces charmants petits projets. Et puis, Kolomoïski va se faire une jolie plus-value quand il va revendre les terres. Soit à Monsanto, Bayer, autres groupes de semenciers OGM et autres chefs de casino, enfin directeurs de casino et compagnie. Donc voilà. Et on va se retrouver avec le même trip que durant les années 90. Hein. Les Ukrainiens vont ressortir encore plus pauvres que maintenant. Leur agriculture vivrière va être complètement détruite et leur pays va se transformer définitivement en simple réservoir à matières premières. Voilà. Peut-être que ça va les pousser à sortir de leur léthargie parce que ils savent, enfin un bon nombre d'Ukrainiens ont connaissance, ou en tout cas ont souvenir des difficultés énormes qu'ils ont vécues à la suite de la chute de l'Union soviétique. Hein. Donc s'ils ont le sentiment que c'est la même chose qui leur arrive maintenant, ils vont peut-être enfin se bouger. Écoute, à la sortie des années 90, ils ne se sont pas bougés. Hein. Ils ont élu toujours les mêmes salopards, ça n'a rien changé. Donc vraiment, je vous encourage à aller lire cette analyse d'Ukraine, la mise en œuvre du scénario chypriote se passe comme prévu, hein, pour voir vraiment toutes les informations sur les tenants et aboutissants du petit plan de Kolomoïski. Il y a des gens qui m'ont parlé de l'analyse du Seker, que je vais traduire là, en français sur l'Ukraine. Mais en fait, ça ne se contredit pas. Je pense que le Seker est un petit peu naïf sur Zelensky, en pensant que Zelensky veut réellement la paix, qu'il en est empêché par les néo-nazis. Non, en fait, il marche main dans la main avec les néo-nazis. Je veux dire, à partir du moment où tu as Kolomoïski, qui est quand même le financier en chef d'Azov et autres... Oui, parce que ça, c'est important de le répéter. C'est un juif ukraino-israélien qui a financé des bataillons néo-nazis. Néo-nazis, donc je veux dire clairement, et comme je le dis, voilà, vous voyez, quand vraiment ils posent des problèmes comme avec l'attaque contre le commandant de la 128e brigade, là on arrive à te les arrêter.
Et quand ils ont foutu le bras à Zolotoye, non, on peut rien faire, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, vous voyez vraiment la mauvaise volonté. Vous voyez vraiment que, voilà, ils te disent, non, on poussera pas plus loin des engagements tant qu'il n'y a pas de réunion au format Normandie. Et puis, si la réunion au format Normandie, ça donne pas ce qu'on veut, on sortira des accords de Minsk. Ils sont déjà en train de vous préparer à ce truc-là. Là où par contre on se rejoint avec le Seeker, c'est le destin final de l'Ukraine. Ça va mal se terminer, ça va très mal se terminer. Et en fait, les deux ne s'excluent pas, c'est-à-dire, lui il explique clairement que l'Ukraine est en pleine désintégration et en plein effondrement, et qu'elle va finir complètement exploser. Oui, je rejoins là-dessus. Mais le scénario chypriote n'empêchera pas, c'est-à-dire ça peut être une des étapes en fait du processus d'effondrement en fait. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qu'il faut bien garder en tête. C'est pas l'un exclut l'autre. C'est les deux vont ensemble. C'est comme je l'ai dit souvent, l'Empire romain a commencé sa chute, sa descente aux enfers à partir du moment où il n'a plus été en mesure de maintenir le contrôle sur les provinces les plus périphériques. Et qu'il a commencé à abandonner un certain nombre de provinces. C'est là qu'on compte, on va dire traditionnellement, le début de l'effondrement de l'Empire romain. Et c'est ce qui va se passer pour l'Ukraine. Voilà, le scénario chypriote, c'est juste une façon pour Kolomoïski d'essayer de s'en mettre plein les poches, le plus vite possible, tant que c'est encore faisable. Comme je dis à certains, en fait, il veut se gaver sur la bête avant qu'elle ne soit déclarée cliniquement morte. En sachant que les Américains vont peut-être pas nécessairement le laisser faire jusqu'au bout s'ils le laissent faire pendant un certain temps. Mais de toute façon, les États-Unis ne pourront pas empêcher. Il n'y a personne au monde aucun pays n'a les reins assez solides pour ramasser l'Ukraine dans l'état dans lequel elle est arrivée. C'est-à-dire que le pays a été complètement désindustrialisé, il perd sa population, le pays se vide. On voit réapparaître des épidémies. Là, j'ai vu qu'ils ont des cas de diphtérie. Ils ont des gamins qui ont été contaminés par l'hépatite A. Ils ont des trucs comme ça. Les épidémies de rougeole dont j'avais déjà parlé. Ils sont en pleine somalisation. Donc, il y a un élément d'ailleurs qui est très très intéressant à connaître quand on veut savoir si un pays est en train de s'effondrer parce que sa monnaie a perdu sa valeur et que les gens n'ont plus les moyens de s'acheter de la nourriture digne de ce nom, c'est l'apparition du scorbut. Et c'est très curieux parce qu'on arrive à des choses comme ça en France aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont plus les moyens d'acheter des fruits frais, des légumes frais, et ils sont atteints de scorbut. C'est symptomatique de la désintégration économique dans un pays. C'est ça. Et en Ukraine, je dis, ils perdent leur population. Comme je vous ai dit, ils ont maintenant un taux de mortalité qui est 2 fois le taux de natalité. Donc pour un enfant qui naît, tu as 2 personnes qui meurent. Quand on arrive là, c'est qu'il y a un gros problème. Ah bah c'est net, oui. C'est que ton pays est en train de mourir. Tous les gens qui le peuvent s'enfuient, soit en Russie, soit en Pologne, et ça va continuer. Parce que là, je veux dire, ils ont complètement désindustrialisé le pays, ils ont perdu toutes leurs industries, et là, ils vont se transformer en fournisseurs de framboises et de céréales. Ouais. Voilà, c'est tout. Et de miel. Voilà. Et bien, pour dire à quel point, d'ailleurs, l'Ukraine, c'est un cirque, là, on a un député ukrainien de la plateforme d'opposition, Ilya Kiva, qui s'est présenté à la Rada avec un masque du Joker. On prend une petite photo, c'est pas une blague. Il a fait ça pendant le discours, la prestation de serment d'un nouveau député, Sergueï Roudik, qui doit remplacer une autre députée qui a été démise de ses fonctions. D'accord. Et donc, pendant qu'il est en train de faire son discours et tout, l'autre a débarqué avec ça. Et une fois arrivé devant ce nouveau député, il a retiré son masque, il l'a mis l'a posé sur la tribune. Il a dit sur son mur Facebook, aujourd'hui, chacun d'entre nous est un peu un joker. Bon, après, Strana.ua lui a demandé une petite explication sur son geste quand même.
Il a dit tout ça est une révélation, un masque comme symbole des voleurs, des amoureux, des escrocs, des bandits et des salopards qui se disent serviteurs du peuple. Aujourd'hui, notre pays est entre les mains de sauvages qui n'ont pas de visage humain. Hier, je les ai avertis qu'ils seraient dénoncés, exposés et finalement montrés sous leur vrai jour. Ce n'est pas moi qui porte le masque, ce sont eux qui portent le masque. Il est automatiquement apparu sur leur visage quand ils ont obtenu un mandat de député. Et il a ajouté que donc il a fait ça et qu'il est monté sur le podium avec le masque du Joker parce qu'en fait toutes les caméras des journalistes y avaient été envoyées pendant que Woody qui prêtait serment. Il a été interrogé sur la réaction des personnes présentes dans la salle. Il a dit « Quand je suis arrivé à la rade avec le masque du Joker, il y avait de l'horreur et de la peur, de l'incompréhension et de la terreur dans les yeux des députés. Même Razumkov est repassé à sa langue maternelle le russe, oubliant la langue, donc l'ukrainien, qu'il faut parler au Parlement. » Ça vous donne une petite idée. Voilà la situation. Mais comme je le dis, voilà, le scénario chypriote, voilà, c'est une éventualité. Je ne sais pas si les États-Unis vont laisser Kolomoïski faire jusqu'au bout, mais en tout cas, pour l'instant, son plan a l'air de se dérouler comme ce qu'il a l'air d'avoir prévu. Comme je le dis, l'Ukraine a de nouveau voté contre la résolution de l'ONU condamnant le nazisme. D'accord. Si Zelensky était vraiment l'ennemi des néo-nazis, je veux dire, l'Ukraine aurait dû voter pour cette résolution. Il n'y a que 2 pays qui ont voté contre, hein, l'Ukraine et les États-Unis. Doit-on rappeler que Zelensky est juif? Donc, je veux dire, le fait de voter contre une résolution qui condamne les nazis... je suis désolé, mais... C'est un peu chelou quand même, hein, là, ouais. Dit, BHL, qu'est-ce qu'il en dit là-dessus d'ailleurs, BHL? Rien. Il y a des abonnés absents, hein, pour éviter la dissonance cognitive massive. Oui. Il y a eu aussi là, la fuite, alors je parlais de Joker, on a une chaîne Telegram qui est apparue, qui est un petit peu bizarre, qui s'appelle Joker DNR, qui est un gars donc, qui se présente comme le Joker, qui parle un peu comme le Joker d'ailleurs, et qui donne assez souvent des informations, entre autres, il avait donné les coordonnées de certaines pièces d'artillerie ukrainienne, etc. Et il a publié sur sa chaîne Telegram les photos ce qui semble être une lettre, donc l'authenticité est à confirmer, mais d'une lettre du nouveau secrétaire du Conseil national de la sécurité ukrainien, où en gros il recommande une solution croate en fait dans le Donbass. Vous laissez un mois aux gens pour partir vers la Russie, puis ceux qui ne sont pas partis, filtration, étude de leur niveau de compromission avec l'administration d'occupation. Il n'y a pas d'occupation dans deux trous du cul. Et puis, s'il faut, les rééduquer en les envoyant en gros à Lvov et compagnie, quoi. Ouais, Dachau, quoi. Ouais, bah là, tu te dis, allô? Ça a fait un gros scandale en RPD, hein. Les autorités plusieurs officiels, députés, etc. ont commenté cette information qui a fuité. Alors je sais qu'on peut me dire oui, mais bon, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Alors moi, un truc qui me fait tiquer quand même, c'est que le gouvernement ukrainien n'a pas réagi. Il n'y a pas eu, ne serait-ce qu'un démenti. Tu vois, ils n'ont même pas été en mode non, ce truc c'est un fake, tu vois, ou jamais on ferait un truc pareil. Rien. Il n'y a eu ni confirmation ni infirmation. Et ça, pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu pour moi que je pense que la lettre, elle est réellement elle est authentique, quoi. Et puis c'est inquiétant surtout. C'est très très inquiétant. De toute façon, ce que je disais dans l'article en question, c'est que ce qui est énoncé là-dedans, c'est ce qu'on entend sur les plateaux de TV ukrainiens de manière régulière encore actuellement. Et les gens qui énoncent ce genre de plan ne sont jamais poursuivis en justice. C'est de l'appel à la haine et à l'épuration ethnique. Enfin, je veux dire, appeler à déporter des gens vers le pays voisin, c'est une épuration ethnique. Ça s'appelle la solution croate. Je rappelle, c'est un crime contre l'humanité. C'est dans la même case que le génocide. Hein. Je veux dire, non, il n'y a rien eu. Ils n'ont même pas réagi pour dire non, jamais on ferait un truc pareil, pas du tout, on veut appliquer les accords de Minsk, rien, nada, que dalle. Ça vous montre bien que les accords de Minsk, ils en ont rien à foutre, de une, et que de deux, ils n'ont rien à envier aux néo-nazis. Parce que pour que le secrétaire du Conseil national de sécurité ukrainien te sorte un plan pareil, moi je
vous dis, Göring et Hitler les auraient pas reniés, des plans comme ça. C'est... Ouais, les mêmes. Donc c'est quand même très révélateur. Donc arrêtez faut pas être naïf et croire que Zelensky veut la paix. Arrêtez. Si réellement il voulait la paix, quand ce machin est sorti, ça a fait un tel scandale, la présidence ukrainienne aurait dû immédiatement dénoncer le document. Ah oui. En disant non, c'est pas vrai, il a pas écrit ça, jamais on mettrait au point des plans, c'est des plans nazis, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Non, rien du tout. Pas un pet de démenti. Ouais. Et à part Strana qui a juste mentionné qu'il y avait eu ce truc qui était sorti, mais sans commentaire, il n'y a eu aucun média ukrainien qui a glosé là-dessus, quoi. Aucun média majeur, en tout cas. C'est inquiétant. Quand tu vois un silence comme ça, comme je dis, qui ne dit mot consent. Ah bah oui. Quand tu ne déments pas que des documents comme ça fuitent, et que tu dis pas non, jamais on ferait une horreur pareille, c'est que tu es prêt à la faire, cette horreur. Ouais. Voilà, je pense que c'est assez révélateur. Cartons, donc allez lire cette analyse, elle est un petit peu longue, je suis désolée, mais ça vous explique bien en détail pourquoi moi je considère qu'effectivement cette analyse de scénario chypriote est toujours valable. Et comme je l'ai dit, ça n'exclut pas le reste, ça n'exclut pas la conclusion à laquelle on vient de Seeker, qui est l'effondrement et le démembrement ultérieur de l'Ukraine. Ça s'exclut pas, ça va ensemble. Voilà. Donc voilà, donc on va devoir attendre le 9 décembre pour voir ce qui ressort de cette réunion au format Normandie. Si on voit qu'à la sortie, Zelensky nous la joue, écoutez, non, Poutine ne fait aucun compromis, on n'a pas avancé, ça a servi à rien, et qui te dit, bon, on va sortir des accords de Minsk, on saura qu'on a vu juste. Mais de toute façon, je pense que les États-Unis, en tout cas Trump, a pas l'air de vouloir continuer à s'investir des masses au niveau de l'Ukraine. Je veux dire, il faut se souvenir de ce qu'il a dit à Zelensky, qui était, écoute, va régler tes trucs, va discuter avec Poutine, quoi. On verra bien. On va bien voir. Ouais. On va bien voir, c'est une hypothèse de travail. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer pour ou contre. Mais en tout cas, de ce que je vois en l'état actuel, ça a l'air de se confirmer. Donc, situation à suivre. Et je te dis en attendant, à la semaine prochaine pour le prochain Citrep. D'accord. Merci Christelle. À très bientôt. Bonne soirée. Et puis au 166e Citrep, samedi prochain. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.